On en a un peu parlé, il y a des nouveaux acteurs, les DSP, qui s'intéressent au marché de la télé. Donc on va faire un petit point sur le marché de la télé et du programmatique. Pour évoquer ce sujet, je vais appeler sur scène Xavier Tout-le-Monde de Xander, Thibaut Chevalier de M6 et Pierre Venture de Matterkind. Ah, il est là. Bonjour à tous les trois, merci de prendre le temps d'échanger sur ce sujet assez structurant. Première question pour Thibaut, je vous prends comme ça au débeauté. Pourquoi est-ce que c'est important pour une chaîne comme M6 de s'ouvrir au programmatique aujourd'hui sur la télé segmentée, mais également aussi sur le non-adressé linéaire? Bonjour à tout le monde. Le premier objectif, ça a été un peu cité dans la table ronde d'avant, mais on a un besoin de diversification des annonceurs. C'est-à-dire que on l'a bien vu en display historiquement, on allait chercher les annonceurs de la long tail en s'ouvrant au programmatique, en multipliant les sources de demande. Ça a été le cas également en vidéo et on essaye de reproduire exactement la même chose aujourd'hui, que ce soit sur la télé broadcast, donc la TV broadcast achetée au CPM, ou sur la télévision segmentée. Donc nous, on a un vrai intérêt en termes business, du premier point. Et le deuxième point, c'est que gérer des campagnes vidéo avec des tickets d'entrée qui ne sont pas forcément les tickets d'entrée d'une campagne de télévision nationale, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on n'est pas forcément staffé, outillé, et le programmatique, il a un énorme sens en termes de gain de productivité. C'est vrai côté acheteur, mais c'est aussi vrai côté régie et côté publisher. Donc c'était les deux principales motivations. Et la troisième, c'est que on répond juste à une demande marché, c'est-à-dire qu'il y a une demande de programmatisation d'achat d'espace média, tous médias confondus. Ça aurait été illogique de ne pas le proposer également sur le média roi, en tout cas sur l'écran roi, qui est l'écran de télévision. Xavier, du coup, on peut aujourd'hui acheter de la télé segmentée depuis Xander. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça marche concrètement en fait? C'est le trader, au moment de paraître sa campagne, de la même manière qu'il peut acheter de la VOL, il a une petite ligne télé segmentée, ça fonctionne comment? Alors effectivement, l'intérêt, comme disait Thibaut, c'était d'aller automatiser tout le workflow, tout le processus d'achat. Et c'était ça où l'intérêt des technologies programmatiques et du DSP venait. Donc là, à l'heure actuelle, il y a effectivement cette automatisation en termes de processus pour le trader. Alors il y a effectivement encore des ponts à faire. Hein. On n'est pas encore effectivement sur, comme on peut penser sur les fonctions digitales de l'optimisation en temps réel. Il y a effectivement encore du travail effectivement de coordination effectivement entre les différents acteurs, mais sur la partie d'automatisation, effectivement pour un trader, on vient simplifier bien évidemment le processus, le quotidien. La processus, on est sur la validation du spot avec l'RPP, on est sur la livraison et le transcodage des spots, donc tous ces étapes qui venaient, on va dire, qui donnaient une charge opérationnelle, ils viennent être simplifiés, ils viennent être fluidifiés dans tout le processus, et c'est là où les technologies programmatiques viennent apporter quelque chose pour les traders et les acheteurs des écosystèmes. Pierre, donc vous gérez le trading desk du groupe Media Brands. Vous m'expliquez que finalement l'arrivée du programmatique, c'était un bon moyen aussi pour des non-experts de ce marché assez codifié d'acheter de la télé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui opérationnellement comment ça marche? Exactement. Donc en fait, ça permet de démocratiser dans les deux sens. Je pense tout à l'heure, on disait qu'il fallait des outils justement pour permettre aux gens qui achètent du digital d'acheter de la télé de manière plus simple. Je pense que les DSP et Xander, ça permet de commencer à faire ça. Je ne dis pas que c'est aussi poussé que Popcorn, etc., en termes d'analyse des audiences, de prédiction, etc. Mais enfin, ça permet de faire de l'audience planning déjà et donc de pré-mâcher le travail de média planning. Moi, personnellement, je vais faire un parallèle avec l'affichage, par exemple. Je ne vais pas dire que j'y connais rien à la télé. L'affichage, par exemple, j'y connais rien. Mais aujourd'hui, avec un DSP dédié à l'affichage, je ne sais pas, Displace, Wavestack ou quelque chose comme ça, je peux très bien monter une campagne d'affichage sur de l'audience planning, ça va me pré-mâcher toute la partie média planning et je peux faire une campagne d'affichage sans connaître vraiment l'affichage. Je pense qu'on est au début de ça avec la télé segmentée pour la télé. Ça va permettre aux gens du digital de pouvoir acheter simplement sur de l'audience des campagnes de télé et donc de démocratiser cette partie-là. Bon, évidemment, ça va s'améliorer. Hein. Je ne dis pas qu'il y a encore du travail là-dessus. Et dans l'autre sens, ça va permettre aussi aux équipes télé, nous on travaille dans ce sens-là chez IPG Media Brand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter une campagne de télé segmentée avec un DSP, c'est super simple. C'est beaucoup plus simple que d'acheter une campagne programmatique traditionnelle avec un DSP. C'est vraiment straightforward. C'est quoi qu'on met comme paramètre parce que du coup, c'est ce qu'expliquait Emmanuel, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans l'automatisation. En gros, c'est quoi? Vous vous mettez d'accord en amont avec la régie sur les segments
qui va être visé, et derrière vous rentrez tout ça dans l'outil, ça marche comment? Plus ou moins, ouais, tu peux même faire cette partie-là sans la régie nécessairement, hein. Tu peux faire ça avec le DSP ou tu peux faire ça tout seul. Donc voilà. Et puis en termes de mise en place, je veux dire, il n'y a pas d'aide vérification, il n'y a pas les 1000 choses, il n'y a pas de pré-bid, il y a pas de. C'est beaucoup plus simple que du programmatique traditionnel. Du coup, ça permet aussi à des gens qui aujourd'hui font de la télé et utilisent Popcorn de demain utiliser un DSP pour acheter de la télé segmentée en programmatique. Et donc, je veux dire, un jour. Je pense que c'est peut-être on en parlera peut-être après, mais un jour il y aura probablement plus Popcorn et les DSP et tout. Il y aura des outils qui permettront de faire les deux. Et donc c'est une manière justement de préparer les acheteurs à demain. Et justement, chez vous, du coup, c'est plutôt la chasse gardée du training desk ou finalement vous formez aussi les équipes multiscreen à ces outils-là? Pour l'instant, c'était disponible en gré à gré, donc c'était plutôt la chasse gardée de la télé et des équipes multiscreen. Demain, tout ça va on est en train de préparer les équipes télé à acheter de manière programmatique et demain, tout ça va se fusionner, quoi. Et alors du coup, vous avez mené beaucoup de tests aujourd'hui en programmatique. On en est encore au tout début. Je crois que vous avez mené une campagne. On a fait une campagne avec American Express, et Xander, justement. Pour l'instant, ça a été géré par les équipes programmatiques, mais à terme. Et en gros, Amex, c'était une campagne globale dans laquelle on intègre une ligne TV segmentée ou ça reste quand même un truc vraiment à part? C'était uniquement de la télé segmentée. Ok, donc pour l'instant, on ne peut pas voir cette automatisation comme un moyen aussi peut-être d'apporter un incrément dans le sens où l'annonceur ou le trader qui va opérer le DSP, il va dire tiens, allez, est-ce que je ne mettrais pas une petite ligne TV segmentée? Mais ça, justement, c'est lié à ce qui était dit avant, c'est lié à la mesure. En fait, le jour où on pourra réellement dédupliquer des campagnes de télé segmentée avec des campagnes télé et on pourra avoir une partie mesure vraiment solide, c'est là où on verra les use cases se développer. Une question pour vous, Thibaut, parce que là on a parlé du côté acheteur. Comment ça fonctionne côté vendeur? Est-ce que, alors moi je suis plutôt du digital, donc en digital aujourd'hui on voit qu'il y a un yield qui se fait en temps réel entre le gré à gré et du coup le programmatique. Est-ce qu'on est comme il y a 5-6 ans dans le digital sur de la cascade? Je regarde ce que j'ai vendu en gré à gré, derrière je substitue. Est-ce que vous nous expliquer un peu comment vous gérez justement ces achats programmatiques? Faut me tutoyer, hein, parce que sinon je vais faire vraiment très très vieux. On en est, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais quand même, mais on n'en est pas encore là. Pardon. On n'en est pas encore là, c'est-à-dire que on y allait étape par étape. Donc on a eu des premières annonces, notamment avec Xander, sur le fait d'automatiser la partie, on va dire, réceptacle de brief. Finalement, comment je simplifie pour un trader, un acheteur ou une petite agence digitale régionale la saisie des informations, mais derrière, objectivement, tout était traité manuellement. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle est toute neuve et elle démarre plutôt de manière très encourageante. Ça a été de gérer du programmatique garanti et dorénavant du Deal ID. Donc ça y est, on est live sur le fait d'acheter une campagne avec un système d'enchères. Par contre, on n'en est pas encore au niveau du digital, avec un yield intelligent entre des campagnes gré à gré, du programmatique, et si même on pousse la vision un peu plus loin, demain, ça serait top pour nous d'avoir un yield entre nos campagnes linéaires et nos campagnes segmentées. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Juste sur la partie Deal ID, pour expliquer aux gens. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui disent je vais balancer 10, 15, 50 000 euros en TV segmentée à un prix sur lequel vous êtes mis d'accord. Sur la partie Deal ID, comment ça fonctionne? Du coup, c'est quoi? C'est vous mettez un spot aux enchères, un écran aux enchères? En fait, on va créer un Deal ID, donc on va setuper un Deal ID chez nous auquel on va rattacher une créative, donc une création publicitaire, et tout ça va être achetable sur un système de floor price, donc aux enchères. Un prix plancher, exactement. En dessous duquel vous ne vendrez pas. Voilà. Et après, c'est le partenariat avec les telcos qui fait qu'en fait la box détecte qu'il va y avoir un spot substituable. Nous, le fait d'avoir bien setupé et bien rattaché la créative, on va envoyer cette information du coup au CDN de l'opérateur pour qu'il puisse diffuser la campagne, sous condition bien évidemment que l'acheteur ait gagné l'enchère. Donc ça, c'est une première étape. C'est un avantage, c'est qu'on n'a plus ces minimums de budget qu'on avait en programmatique garantie. Donc on ouvre encore un verrou dans la démocratisation de la télé. Bah, tout à fait, c'est-à-dire qu'au début, objectivement, côté M6, on a commencé de manière très prudente, on ne voulait pas être déceptif, donc on a préféré prendre des campagnes avec des budgets à 3 000, 5 000 euros pour être sûr de pouvoir les livrer. Le programmatique garanti, il a un aspect extrêmement rassurant par rapport à ça, à la fois pour l'acheteur et à la fois pour le vendeur. Bah, ça y est, voilà, là on ouvre un peu les verrous, comme tu le dis, et puis on va pouvoir peut-être passer au-delà des logiques de campagne, sur des campagnes très fil rouge. On a parlé d'onboarding, je trouve ça hyper pertinent quand on est un annonceur, qu'on est mature sur ces sujets de CRM onboarding, mais qu'on n'a pas forcément une volumétrie importante, d'avoir des campagnes fil rouge toute l'année.
le deal, il sert aussi à ça. Il n'est pas forcément sur une campagne de 3 semaines assez classique. Tu as dit que vous y alliez de manière prudente. Est-ce qu'il y a un peu de la défiance, comme ça a pu être le cas il y a 10 ans, quand les régies digitales se mettaient au programmatique avec toutes ces peurs de brand safety, cannibalisation, etc. Ou est-ce que finalement on a appris de ce qui s'est passé sur le digital et on sent qu'aujourd'hui le mouvement est beaucoup plus volontaire là-dessus? Non, moi je pense qu'on est clairement dans une démarche de volontariat. On y a été de manière prudente parce que voilà, il fallait déjà rassurer sur le fait que ça marche et en fait ça fonctionne aujourd'hui. Donc une fois que ça fonctionne, allons-y, ouvrons. Aujourd'hui, nous on ouvre complètement les portes. On ne travaille pas avec un seul DSP, on travaille avec plusieurs DSP. On a une volonté d'être extrêmement agnostique là-dessus. On réfléchit aussi à la création de nos propres outils. Donc je dirais plutôt qu'on est dans une démarche de tester de multiples pistes. Objectivement, moi, je ne sais pas quelle sera là où les 2-3 pistes qui seront retenues dans 2-3 ans, mais en tout cas aujourd'hui on a envie de tester. Donc le côté sympa, c'est qu'on se retrouve sur un média télé qui était assez verrouillé sur une démarche test and learn, donc on y va à fond. Pour le coup, je trouve qu'il y a moins de prudence en tout cas sur la programmatisation de l'achat. Allez-y, Pierre. Puis t'as pas de blind, t'as pas de long tail, tu vois, tu bosses avec TF1, M6. Voilà, C'est quand même plus rassurant. On ne sait jamais. Hein. Une question pour Xavier. Du coup, Xander aujourd'hui a fait un POC d'à peu près 1 an, si je ne dis pas de bêtises, avec M6. Récemment, vous avez annoncé des nombreux partenariats avec la plupart des acteurs du marché, donc TF1, France Télé et Altis Media. Ça va changer quoi? Ça montre que vous accélérez du coup sur le volet programmatique? Oui, tout à fait. Et je reviens sur ce que Thibaut disait. Je pense qu'au début, il y avait effectivement cette volonté on teste, on voit effectivement comment ça se passe. Les résultats ont été très positifs. Et tout de suite, il y a eu des discussions qui sont mises en place avec les autres acteurs pour dire, OK, il y a des premiers tests. Maintenant, comment on élargit? Et je pense que ça a été dit dans l'intervention d'Emmanuel, dans le panel juste avant, il faut qu'on est obligé de travailler tous ensemble. C'est un changement d'écosystème, un changement dans la mesure, dans le ciblage, dans la façon dont on travaille ensemble. Et donc, pour nous, c'était évident de travailler avec toutes les grandes régies audiovisuelles sur le marché, de travailler également avec des partenaires techniques qui vont apporter des connaissances ou des savoir-faire effectivement, sur du ciblage, sur des capacités spécifiques à la télé. Donc je pense que pour nous, c'était clairement l'idée on accélère, les résultats sont positifs. Nous, on voit, tu le disais Thibaut, maintenant des campagnes qui sont plus à 3, 4, 5 000 euros, mais à 6 chiffres, voire plus, qui effectivement accélèrent en termes et un réel intérêt des annonceurs. Donc c'est là où il faut, nous, arriver à chercher ces points bloquants. On a parlé de la mesure, on a parlé du ciblage. Il y a effectivement tous ces travaux qui sont faits sur l'unification du reporting. Je pense que très clairement, c'est quelque chose de clé pour rassurer l'annonceur, pour qu'on puisse faire les liens et comprendre effectivement entre les différentes campagnes, entre les différents canaux ce qui se passe. Donc voilà, pour nous, il y a cette accélération qui se met en place. Et pour nous, c'était la suite logique d'aller effectivement travailler avec toutes les régies, mais également les différents telcos pour avoir tout le monde autour de la table. On a une idée de ce que ça représente en termes de reach. C'est vrai que la volumétrie, c'est quand même important. Est-ce qu'aujourd'hui, un annonceur en programmatique télésegmentée, grâce à ses nombreux partenariats, il est capable d'aller chercher X centaines de milliers, je sais pas, de spots à l'instant T? Est-ce qu'on se représente un peu de ce que ça pèse versus la VOL, par exemple? C'est vrai que c'est important aussi le reach pour développer le marché. Alors là, effectivement, ce qui joue sur cette partie-là, c'est que ça passe surtout par la partie box opérateur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore la capacité à se dire combien de spots. Mais en revanche, c'était la F2M et la SNPTV qui disaient qu'effectivement, sur la deuxième partie de 2022, on était entre 7 millions et demi de foyers effectivement qui étaient concernés. Je pense qu'année dernière, on était plus autour de 5. Donc très clairement, il y a une accélération qui se fait, une croissance très forte. Et c'est là-dessus où pour nous, il y a effectivement cette vague, effectivement, et on le voit aussi de l'intérêt des acheteurs. Donc très clairement, il y aura de plus en plus cette volonté d'aller chercher cette finesse de reporting, cette granularité pour les rassurer et les accompagner. Et ça, Pierre, tu me disais que c'était important parce que aujourd'hui, il y a effectivement un gain de productivité qui est offert par ces outils, mais ils ont quand même un certain coût en termes de pourcentage du CPM. Aujourd'hui, globalement, on peut quand même plus ou moins faire la même chose en gré à gré et en programmatique, donc on gagne du temps. Si on veut justifier ce surcoût, pardon Xavier, mais du coup, il va falloir peut-être aller plus loin, comme tu le disais, dans la finesse. Donc, qu'est-ce que toi, tu attends d'un DSP pour te permettre d'aller plus loin en télé segmentée? Alors, effectivement, comme
comme j'ai dit, alors c'est une chose que je regrette, mais la télé segmentée est arrivée bien avant en gré à gré qu'en programmatique. Donc il y a des habitudes qui ont été prises côté achat. Comme j'ai dit, c'est plutôt les équipes télé et multiscreen qui ont pris l'habitude d'acheter tout ça. Et maintenant, il va falloir qu'on prouve l'utilité du programmatique pour la télé segmentée. Prouver l'utilité de la télé segmentée, je pense que ça a été plus ou moins fait par les agences, enfin, auprès des annonceurs et par les régies. Mais maintenant, il va falloir prouver l'intérêt du programmatique. Alors, il y a une problématique de coût, hein, clairement. Aujourd'hui, je pense que voilà, c'est pas une surprise. Je pense que ça coûte un peu plus cher en programmatique qu'en gré à gré. Du coup, il faut qu'on trouve il faut qu'on justifie ce prix. Effectivement, le jour où dans une même plateforme, on pourra avoir, où ça aura un intérêt de mettre toute ta vidéo dans une plateforme, c'est-à-dire la télé segmentée, la VOL, etc., et qu'on pourra dédupliquer tout ça et qu'on pourra faire des analyses communes et en tirer de l'intelligence, ça, ce sera une manière de justifier l'onboarding des first party data. Je pense que ce sera plus simple de le faire de manière programmatique. Ça c'est quelque chose qui nous permettra de justifier le programmatique. Il faut qu'on en trouve d'autres. Et là, je me tourne aussi vers les régies, vers les DSP et tout ça, pour nous aider à développer ça, voilà, tout simplement. Est-ce que chez M6, du coup, vous réfléchissez justement aux moyens de rendre ces outils d'achat plus attractifs en mettant de côté l'aspect gain de productivité, qui est important, hein, pour les agences médias? Nous, que ça soit acheté en gré à gré ou en programmatique, l'idée c'est que ce soit la carte pour le client. Enfin, chaque levier répond à un besoin. On fera tous les efforts qu'il faut sur l'automatisation. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on améliore au-delà de l'automatisation, c'est aussi la valeur du produit télévision segmentée. C'est toutes les discussions qui ont déjà été un peu évoquées sur la table ronde précédente. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on continue d'abord à augmenter la proposition de valeur. Enfin, l'onboarding, la DCO, le retargeting des non-exposés. Je pense que le premier travail qu'on doit faire, il est là. Quand on pourra faire de la DCO, on en parle beaucoup, mais finalement, il y a eu assez peu de campagnes en DCO. Le programmatique, il prend tout son sens. Et la manière d'opérer la campagne, gérer de multiples créas, oui, c'est plus facile effectivement via un DSP que via une campagne gré à gré avec 5 setups de campagne. Donc, je dirais que la DCO, c'est pas une réalité encore en télé segmentée, vraiment? Aujourd'hui, chez nous, ça reste assez marginal. Donc voilà, il y a quelques use cases. Il n'y a pas plus de CP que de campagne, mais on n'en est pas loin. Donc non, mais d'abord, la première étape, c'est augmentons la proposition de valeur. Le programmatique, il a été efficace sur tous les médias. Il le sera également, de toute façon, sur la télévision segmentée. Mais je pense que la première étape, elle est d'abord là. Vous réfléchissez du coup chez Xandr à justement aller sur les features de DCO, d'onboarding de données. Est-ce que vous discutez avec les telcos? J'imagine que oui, pour adopter ces aspects-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est, encore une fois, nous, notre vocation, c'est ce qu'on disait, c'est d'être ouvert effectivement à tous les partenaires, qui soient effectivement donc les telcos, les régies, mais également les partenaires technologiques. Il y a des choses qui effectivement on ne peut pas avoir là maintenant tout de suite quand il y a effectivement, tu disais Thibaut, des demandes qui arrivent. Donc nous, on a cette équipe effectivement technique basée à Paris qui est capable effectivement de répondre au pied levé sur des besoins spécifiques que peut avoir un partenaire. Donc voilà, en fait, j'ai une campagne d'ICO, comment on peut la mettre en place? Nous, on n'a peut-être pas la fonctionnalité disponible, mais on sait que sur le marché, on a discuté, on est en contact avec d'autres partenaires. Comment on peut rapidement trouver une façon de travailler ensemble, trouver quelque chose qui va apporter une solution. Très clairement, comme disait Thibaut, il y a énormément de choses qui sont encore à mettre en place. C'est Emmanuel qui disait, le marché il a 18 mois, hein, donc très clairement il y a encore des choses qui suivent, qui ne sont pas encore prêtes, mais qui sont en tout cas en train d'être mises en place. Est-ce qu'un outil comme Xandr a vocation à aller du coup sur le linéaire non adressé de manière vraiment industrielle? Alors, le linéaire non adressé, c'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, on fait en partenariat avec Realytics, la technologie Adkimia, puisqu'il y a effectivement des spécificités sur la capacité d'émuler les bit requests en impression. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a effectivement, via cette technologie, ils en sont capables. C'est effectivement des réflexions qui se passent. Je pense que comme tu disais, Thibaut, tout à l'heure, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs routes qui s'ouvrent. On n'est pas effectivement personne à la boule de cristal. On n'est pas effectivement sûr de trouver quelle va être l'opportunité qui va trouver le déblocage, faire en sorte que tout d'un coup on trouve effectivement cette capacité et cette niche. Nous, effectivement, les pistes sont ouvertes. On a effectivement cette réflexion avec tous les partenaires autour de la table pour essayer de voir comment effectivement on peut apporter la solution la plus adaptée. Est-ce que c'est nous, en tant que DSP, qui devons aller et investir dedans? Est-ce que d'autres personnes le font mieux et auquel cas travailler ensemble pour offrir des offres communes? Voilà, tout est sur la table. Quel que soit l'acteur, Thibaut, est-ce que tu penses que... donc on a vu que la télé segmentée, ça permettait pas mal d'aller toucher les annonceurs locaux.
Quand on parle annonceurs locaux, les deux exemples de réussite, c'est Facebook et Google. Ils ont fait des consoles hyper simples d'utilisation. C'est vrai que la télé, c'est quand même assez ésotérique. Est-ce que tu penses que si on se reparlait dans quelques années, la finalité, c'est d'arriver à avoir une sorte de Facebook Ads de la télé, une interface unifiée où j'achète en programmatique tous les inventaires télé? Ça te paraît quelque chose de réaliste? Ça me paraît plutôt sympa en tout cas comme idée. Je pense qu'on parle beaucoup des GAFA, on les critique, mais on peut parfois s'inspirer. Et ce qu'ils ont réussi à faire, notamment pour aller chercher. Enfin, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'argent qui passe dans les solutions publicitaires de Google, Facebook en local. Nous, c'est assez clairement un enjeu. Donc, le Média TV, c'était un média d'experts acheté au GRP. On verra comment évolue la mesure également, mais il y a un enjeu de le simplifier, de le démocratiser, et ça passe par les plateformes, certainement. Alors après. Automatisation programmatique, self-source, ça ne veut pas dire qu'on lâche les gens dans la nature. Enfin, je veux dire, Google et Facebook l'ont fait aussi avec beaucoup d'accompagnement sur des forces de vente locales. Donc, il y aura l'outillage et il y aura tout l'accompagnement et le conseil qu'il faudra qu'on mette en place nous à côté également. C'est vrai qu'à date, cet accompagnement, il est un peu externalisé. J'ai vu que TF1 s'était associé au Bon Coin. Chez M6, vous avez fait un test avec Rossel, si je ne dis pas de bêtises, dans le Nord. Donc ça demande du coup aussi une force commerciale que les télés ont peut-être non plus. Elles l'avaient peut-être à une époque, aujourd'hui elles ont un petit peu moins, sont peut-être recentrées un peu plus sur Paris. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi du coup de structuration des équipes commerciales là-dessus? Il y a clairement un enjeu, et cet enjeu il est encore plus vrai en vidéo, en télé, du fait de la nécessité d'avoir un avis RPP pour diffuser une campagne. Donc il faut cette pédagogie-là. Donc nous, effectivement, on a un test qui est intéressant avec Russell sur la région Nord. Et ce qu'on a fait en parallèle également, c'est qu'on fait en sorte de former des personnes chez nous qui historiquement vendaient de la radio locale, donc les décrochages musicaux de RTL2 et Fun Radio. Dorénavant, ils vendent de la TV linéaire, de la télévision segmentée, de l'audio géolocalisé. Donc ils ont plus une réponse commerciale qu'une réponse de géolocalisation, peu importe le média. Donc on avance sur ces deux approches, mais on a besoin effectivement d'avoir des personnes en région qui nous représentent, que ce soit interne ou externe. Sur la vie de la RPP, un point que je crois qu'on n'a pas évoqué, c'est que du coup, ça va être prochainement intégré en API à Xandr. En fait, vous allez automatiser ce processus-là qui était humain à la base. Oui, donc effectivement, à l'heure actuelle, c'est l'acheteur ou l'annonceur qui effectivement doit obtenir cet avis RPP. Je délaisse à peu près 48 heures. Mais voilà, il y a effectivement, c'est une étape manuelle de plus. Donc là, il y a des discussions avec l'RPP qui sont en cours pour être connecté directement via API avec les RPP et être capable, au sein de la plateforme, de permettre au leader effectivement de gérer directement cette soumission et d'obtenir cet avis qui est obligatoire pour que la campagne puisse délivrer. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà le terme de cet échange. Je vous remercie pour toutes vos explications. Merci.